Un couple au passé trouble rêve d'un avenir meilleur quand tous leurs espoirs volent en éclats. La tentation était si grande que même l'amour et l'argent n'y pouvaient rien. C'est une tromperie mesquine alimentée par une alliance meurtrière. Kansas City, au Kansas, est reconnu pour ses grillades épicées et sa musique blues. En 2005, cette métropole du Midwest était en pleine effervescence et son centre-ville reprenait vie. Pendant ce temps, la quiétude continuait de régner dans les autres quartiers de la ville, jusqu'à ce qu'un crime horrible vienne troubler la paix. Where are you? I'm at 53rd and Eden. I can hear someone screaming for help. Hurry! Police are on their way. Les policiers et les ambulanciers de Kansas City sont sur les lieux quelques minutes plus tard. Ils trouvent une voiture dans le fossé et ses occupants sont toujours à l'intérieur. La fusillade fait les manchettes du matin. John Bassett vient de se lever et il est horrifié par la nouvelle. La voiture est celle de son neveu, Jeremy Warrior, et de la femme de Jeremy, Alicia. John Bassett était très proche de son neveu. C'était comme un deuxième père pour Jeremy Warrior. Bassett a vu l'auto de Jeremy à la télé et il s'est immédiatement rendu sur les lieux. Ils ont dit c'est trop tard. Son neveu, Jeremy, est mort. L'enquêteur m'a retenu. J'ai regardé l'auto et j'ai demandé où était Alicia. Ils m'ont dit qu'elle était blessée et qu'elle était à l'hôpital. Le vol ne semble pas être le motif. Alors qu'est-il arrivé? Ma sœur m'a appelé samedi matin et elle m'a dit qu'on avait tiré sur Jeremy et qu'il était mort. J'ai crié et j'ai dit « Mon fils est parti, mon fils est mort ». Annette est dévastée. Elle savait que Jeremy avait eu des problèmes, mais il semblait être de retour sur la bonne voie. Jeremy était un enfant joyeux. Nous avons déménagé à Wichita, au Kansas, quand il avait 6 ans, et il a terminé ses études à Wichita. Il est allé au collège pendant 1 an. Il quitte le collège pour travailler à temps plein et il s'éprend de la mauvaise fille. Après que Jeremy eut rompu, il a eu un enfant avec une autre femme et son ex a perdu la tête. Jeremy et cette jeune femme se sont disputés parce qu'elle ne voulait pas rompre. Elle avait un pistolet et ils se sont bousculés. Un coup est parti et elle a été touchée à la jambe. Jeremy est accusé de voies de fait et il se retrouve à la prison d'État de Lansing, près de Kansas City. Séparé de sa famille, de ses amis et de sa petite fille, il a amplement le temps de réfléchir. Pendant qu'il était en prison, il m'a parlé de plusieurs choses qu'il voulait accomplir et c'était toutes de bonnes choses. Il voulait se trouver un emploi, se marier, avoir des enfants et une maison. Il voulait juste travailler. Ça a changé sa vie. Jeremy est un prisonnier modèle et il a l'occasion de travailler à l'extérieur de la prison pour une entreprise de chauffage. C'est là qu'il a rencontré Alicia. Il sortait d'une relation difficile et elle était en instance de divorce. Ils parlaient, ils s'entraidaient, et puis soudainement, ils étaient en amour. Après environ 4 ans derrière les barreaux,
Jeremy obtient sa libération conditionnelle. Avec un nouvel emploi et sa nouvelle flamme, Alicia, à Kansas City, il décide d'y demeurer. Alicia veut aussi plus de stabilité dans sa vie. Elle tente d'échapper à son enfance misérable dans la campagne du Missouri. Son enfance a été marquée par la maltraitance. Alicia Warrior voulait donc fuir cette misère. Elle voulait qu'on s'occupe d'elle. Elle ne voulait plus se battre et souffrir. Pendant son enfance, Alicia a été agressée sexuellement par un parent. Pour s'en sortir, elle rêve qu'un prince viendra la sauver. Quelqu'un sur qui elle pourra toujours compter. Jeremy pouvait l'aimer comme aucun autre homme ne l'avait aimé quand elle était petite. Elle voulait donc garder ce côté affectueux de Jeremy juste pour elle. Alicia ne peut pas avoir d'enfant, mais avec Jeremy, elle peut avoir une famille. Jeremy veut obtenir la garde exclusive de sa fille pour devenir un vrai père. Pendant qu'il était en prison, Jeremy n'était pas aussi présent qu'il l'aurait voulu pour sa fille. Ensuite, il s'est vraiment repris. Après 1 an de fréquentation, Jeremy demande Alicia en mariage. Mes sœurs et moi nous sommes réunis pour leur organiser un mariage digne des plus beaux mariages. Jeremy était heureux ce jour-là parce qu'il s'approchait de son rêve. Alicia se trouve un emploi temporaire dans une compagnie d'assurance pendant que Jeremy conduit des camions pour une entreprise de béton. Jeremy faisait tout pour qu'elle soit heureuse. Tout. Il lui achetait ce qu'elle voulait, il cuisinait pour elle. Si Alicia voulait des vêtements, il l'envoyait faire les boutiques. Il s'assurait qu'elle ne manque de rien. Ensemble, ils s'affranchissent de leur passé pour se bâtir un avenir doré. J'étais fière de Jeremy. Même s'il avait eu des problèmes qui l'avaient conduit en prison, il voulait tout faire pour sortir de là et pour reprendre sa vie en main. C'est ce qu'il a fait. Or, après 3 années de mariage, un drame vient tout bouleverser. Jeremy est mort dans le siège du passager de la voiture de sa femme après avoir reçu 3 balles. Sa femme Alicia s'accroche à la vie. Elle est plongée dans un coma artificiel pendant que les médecins retirent une balle de son dos. Nous consultions le personnel médical toutes les 3 ou 4 heures pour savoir s'il y avait un moment où nous pourrions aller lui parler. Pendant ce temps, les enquêteurs tentent de trouver des témoins pour les aider à comprendre ce qui s'est passé. Ils s'entretiennent d'abord avec le voisin qui a appelé au 911. Il était dans sa cour à quelques maisons de là quand il a entendu des coups de feu. Le voisin a vu la voiture descendre la côte jusque dans le fossé. Puis, les phares se sont allumés. Le fait que les phares se sont allumés quand l'auto s'est arrêtée dans le fossé était important. On ne savait pas si c'était un signal de détresse ou si le suspect était entré dans la voiture et les avait allumés par mégarde, en se battant avec la victime. Les policiers fouillent le quartier et questionnent tous ceux qui ont entendu les coups de feu. Certains ont vu un VUS beige à proximité. Notre témoin a déclaré que le tireur était parti en courant et qu'il était monté du côté passager du VUS. Il devait donc y avoir un conducteur. Dans la faible lumière du petit matin, c'est tout ce que les voisins ont remarqué. Le tueur a un complice. Alors les policiers cherchent maintenant 2 suspects. C'était comme dans un roman policier. On cherchait quelqu'un qui pouvait en vouloir à la victime.
Un jour après que Jeremy et Alicia Warrior eurent été les victimes d'une embuscade. Alicia sort de son coma dans un hôpital de Kansas City. Elle était à l'hôpital, blessée, et elle s'inquiétait pour Jeremy. Elle pointait son alliance, alors je lui ai annoncé que Jeremy était mort. Elle a pleuré en disant « Non, non, non ». Je lui ai dit qu'il était parti, qu'il était mort. J'étais triste d'avoir perdu mon fils et je souffrais aussi pour elle. Et d'autres mauvaises nouvelles l'attendent. Hello, Ms. Warrior. I know you've been through a lot and you've had a terrible loss, but I need you to be strong right now. I have some news to tell you. The bullet that struck you severely damaged your spinal cord. So awkward. I'm very sorry. Elle ne remarchera plus. Elle vit une foule d'émotions, de la colère, du chagrin, la victimisation, le deuil, la frustration. Pendant qu'Alicia apprend qu'elle a perdu son mari, que ses rêves sont brisés et qu'elle ne marchera plus, les policiers se mettent au travail. Ils doivent découvrir ce qu'elle sait. Nous n'avions aucune raison de croire qu'elle était impliquée dans des activités qui justifiaient cette attaque. Jeremy Warrior avait déjà fait de la prison auparavant, mais il semblait être de nouveau sur la bonne voie. Ça semble être un crime gratuit. Un jeune couple honnête abattu en banlieue sans motif apparent. Les policiers espèrent qu'Alicia pourra les aider à éclaircir ce mystère. Les victimes ont quitté leur maison vers 5 heures du matin. C'est peu probable qu'un criminel les ait attendus dans la rue pour les voler. C'était une attaque ciblée qui visait l'une ou l'autre des victimes ou même les deux. Les policiers revoient le fil des événements avec Alicia. Nous avons demandé à Alicia où elle était la nuit précédente parce que nous voulions déterminer si elle avait été suivie ou si quelque chose s'était produit à ce moment. Elle nous a dit qu'elle était allée à une fête. Alicia affirme être rentrée chez elle vers 3 heures du matin. Jeremy l'attendait. Il s'inquiétait qu'elle rentre si tard. Donc, elle a voulu se faire pardonner. Elle a dit qu'ils avaient fait l'amour dans la douche. Jeremy devait aller travailler et elle allait le reconduire. Comme son auto était brisée, elle voulait aller la faire réparer au garage par la suite. Après leur douche passionnée, ils quittent la maison à bord de sa voiture. Quand ils sont arrivés en haut de la côte près de chez eux, il y avait un VUS rouge devant eux. Elle n'a pas pu le contourner. C'est alors que 2 hommes hispaniques sont sortis, se sont approchés de l'auto du côté de Jeremy et ont fait feu. Elle a entendu les coups de feu et elle s'est évanouie. Alicia croit reconnaître les agresseurs. Elle les aurait rencontrés la semaine précédente. Elle pense qu'ils voulaient sa voiture. Elle prétend les avoir vus dans un magasin de pièces automobiles et qu'ils avaient fait un commentaire sur leur auto. Elle s'est dit qu'ils voulaient peut-être voler les roues du véhicule, mais ils n'ont même pas essayé de les voler. Ils n'ont pas pris d'argent. La victime avait son porte-monnaie sur elle et 2 cellulaires. Les suspects ne semblaient pas non plus avoir tenté de déplacer le véhicule. De plus, la vitre de Jeremy du côté du passager était abaissée lors de l'attaque. Puisque la vitre était partiellement baissée, on croyait que l'agresseur avait tenté de communiquer avec les victimes dans la rue. Quelqu'un aurait pu s'approcher de l'auto et les victimes auraient baissé la vitre pour lui parler.
Quelqu'un qui veut voler une auto ne passe pas par le côté du passager. Si vous voulez tenter d'arrêter une voiture pour vous en emparer, vous allez vous placer du côté du conducteur. Aussi étrange que puisse paraître ce scénario, les explications d'Alisha ne font qu'ajouter à la confusion. Alicia Warrior a dit qu'ils avaient baissé la vitre malgré le froid, parce que Jeremy avait chaud après avoir fait l'amour dans la douche. Ça n'a pas beaucoup de sens. L'auto était restée dehors toute la nuit, donc il aurait fait froid dans l'auto. Il y a un autre élément qui sonne faux à propos du VUS. Alicia a révélé qu'un VUS rouge les attendait en haut de la côte. Les voisins ont plutôt vu un VUS de couleur champagne ou pâle qui s'éloignait. Donc on savait que l'histoire du VUS rouge ne se tenait pas. Les enquêteurs ne savent pas quoi faire du témoignage de cette veuve traumatisée. Nous avions plus de questions que de réponses après notre conversation avec Alicia. Y a-t-il un tireur ou deux? Est-ce que le VUS est rouge ou beige? Elle se contredisait un peu, mais on ne savait pas si c'était à cause des médicaments ou si c'était parce qu'elle était confuse. Alicia vit une épreuve difficile et ses souvenirs de ce matin tragique sont flous. Les enquêteurs élargissent leur champ d'action et rencontrent des gens qui étaient avec Alicia la veille. On a interrogé d'autres invités de cette petite fête pour savoir s'il aurait pu se produire quelque chose pouvant justifier cet homicide. Un témoin très proche d'Alicia nous a révélé qu'elle avait une aventure extra-conjugale. L'amant présumé d'Alicia est un certain Darrell Rogers. Ils s'étaient rencontrés quelques mois plus tôt quand Alicia travaillait avec sa sœur. Darrell Rogers était un gars de la rue. Il avait déjà été accusé de méfaits. Il menait une vie de voyou et il gagnait de l'argent en escroquant les autres. Darrell Rogers s'est toujours tenu en marge de la société et des lois. Ça devait être très attirant pour Alicia. Elle avait déjà été une victime, donc s'est enfouie très profondément dans son esprit. Les enquêteurs se renseignent sur la relation entre Darrell et Alicia. Nous avons étudié les relevés téléphoniques d'Alicia Warrior et plusieurs appels avaient été faits de son cellulaire vers celui de Darrell. Qu'a donc à dire Alicia à propos de Darrell? Elle prétend qu'ils sont juste amis. Elle a vite nié avoir une aventure avec lui. Son mariage allait bien, mais Jeremy n'aimait pas ça quand elle rentrait tard. Ils avaient eu quelques problèmes, mais leur mariage se portait bien. Ils étaient heureux. Puis, l'oncle de Jeremy raconte aux policiers qu'il a vu un homme suspect se diriger vers la chambre d'Alicia. Sa sœur est venue avec ce type qui portait un capuchon. Alicia refuse de parler de son visiteur mystérieux. Les enquêteurs croient qu'elle a peur de le dénoncer. Elle était blessée, on lui avait tiré dessus. Donc je comprenais qu'elle hésite à en dire plus. C'est un peu comme un mécanisme de défense. Probablement qu'elle ne se sent pas en sécurité dans son monde. Elle a souvent été maltraitée. Alors ce n'est pas surprenant qu'elle adopte une attitude de survivante. Pour connaître la vérité, les enquêteurs recrutent la famille d'Alicia. Sa sœur et sa mère l'ont incité à dire la vérité et à être honnête avec les policiers. Cette pression finit par l'atteindre. Elle a alors avoué avoir eu une aventure. Puis, Alicia affirme que Darrell est le tueur. Ça semblait donc être l'œuvre d'un amant jaloux. Alicia a décrit Darrell comme étant quelqu'un de très instable, très colérique et très jaloux de Jeremy. Elle a dit que Darrell était furieux la veille, parce que Jeremy l'avait appelé 2 ou 3 fois pour lui demander de rentrer à la maison. Darrell n'aimait pas que Jeremy la surveille. Elle admet que Darrell lui a rendu visite à l'hôpital. Darrell est entré dans sa chambre avec l'aide de la sœur d'Alicia et il aurait murmuré quelque chose à Alicia sans que sa sœur s'en aperçoive.
Alicia révèle ce que Darrell lui a chuchoté à l'oreille. Darrell se serait excusé de l'avoir atteinte. C'était un accident, il ne voulait pas que ça se passe ainsi. Il était désolé qu'elle soit à l'hôpital. Mais ses excuses se transforment en menaces pour l'empêcher de parler. Alicia était perturbée et elle craignait que Darrell tente de s'en prendre à elle à l'hôpital. Elle avoue avoir inventé l'histoire des agresseurs hispaniques parce qu'elle avait peur. Pour assurer sa sécurité, nous l'avons déplacé dans une autre chambre, y avons affecté des gardes et avons changé son numéro de téléphone. Après 11 jours, la police a finalement trouvé un suspect. Les enquêteurs obtiennent un mandat pour arrêter Darrell Rogers. Ils ignorent toujours qui est son complice. Et tant qu'ils sont en liberté, il représente un réel danger. 11 jours après l'attaque qui lui a coûté son mari et ses jambes, Alicia Warrior se rétablit dans un hôpital de Kansas City sous la protection de la police. J'ai une victime hospitalisée, Alicia Warrior, qui a subi une blessure par balle. Elle vient d'apprendre qu'elle restera paralysée pour le reste de sa vie. Les enquêteurs recherchent l'amant d'Alicia, Darrell Rogers, qui a assassiné Jeremy de sang-froid. Nous nous sommes lancés à sa recherche. Nous avons publié un avis de recherche pour lui et sa camionnette. Darrell Rogers a fini par nous appeler pour nous dire qu'il savait qu'il était recherché et qu'il voulait nous parler. Darrell veut blanchir sa réputation et il jure qu'il était à l'extérieur de la ville au moment du meurtre. Darrell Rogers nie être impliqué dans le meurtre et il nie avoir eu une aventure avec Alicia Warrior. Il nie aussi avoir été présent sur les lieux au moment de la fusillade. Mais les enquêteurs savent très bien qu'il ment. Une station cellulaire près de la maison d'Alicia et de Jeremy Warrior a capté le signal de son téléphone. Si Darrell avait été au Missouri comme il le prétendait, ce n'est pas cette station-là qui aurait capté son signal. Pendant son interrogatoire, Darrell était très égocentrique. C'était comme s'il s'amusait, comme s'il jouait au chat et à la souris. Il ne sourit plus quand les enquêteurs lui passent les menottes et l'arrêtent pour le meurtre de Jeremy Warrior. La police de Kansas City a appréhendé un suspect, mais son complice lui échappe toujours. Darrell refuse de parler. Alors les enquêteurs décident d'aller devant les tribunaux dans l'espoir que le nom du complice surgisse. Rogers attend son procès en prison. Notre principal témoin dans cette affaire est Alicia Warrior. C'est elle qui pourra l'identifier comme étant le tireur. C'est alors que survient un coup de théâtre. Après quelques mois, Alicia obtient son congé de l'hôpital, mais elle demeure sous la protection de la police. La poursuite est à finaliser sa preuve contre Darrell Rogers quand tout juste avant le procès, le témoin vedette fait volte-face. Quelques jours avant l'enquête préliminaire, j'ai reçu un appel de l'avocat en droit civil d'Alicia. Elle l'avait embauché pour l'aider dans ses démarches auprès des assurances. Il m'a dit qu'Alicia ne pouvait pas identifier Darrell comme étant le tireur. Elle ne savait pas qui c'était. Alicia Warrior a accusé sa famille et la police de l'avoir incité à identifier Darrell Rogers. Elle s'est donc rétractée et elle affirmait ne pas pouvoir identifier le suspect et ne pas savoir de qui il pouvait s'agir. Sans le témoignage d'Alicia, les autorités sont contraintes de libérer Darrell. Mon cœur s'est arrêté de battre. Ce fut une autre journée très triste. J'étais dévastée. C'était comme un autre deuil. Ces tueurs étaient toujours en liberté. Je croyais que personne ne serait accusé et qu'il n'y avait pas de justice. Mon fils était mort et tout le monde s'en sortait.
Dès le départ, Alicia a essayé de nous déjouer. Quand elle a refusé de témoigner à l'enquête préliminaire de Darrell, c'est devenu évident qu'elle était impliquée dans cet homicide. Si Alicia n'est pas une veuve éplorée, comme tout le monde semble le croire, que cache-t-elle? Les enquêteurs présument que peu de temps après son mariage, la jeune épouse se lasse de son nouveau mari. Sa relation avec Jeremy n'était pas satisfaisante. Elle voulait plus d'action, plus de drame, plus d'activité. C'est en partie parce qu'elle est coupée de ses émotions. Pour ressentir quelque chose, elle doit vivre des sensations fortes. Elle n'avait pas l'expérience requise pour ressentir sainement les émotions et elle ne semblait pas capable d'établir des relations saines. Ça ressemble à une de ces nombreuses histoires de mariage ennuyants. Puis, Alicia rencontre un homme un peu dangereux et intriguant en la personne de Darrell Rogers. Le passé d'Alicia, marqué par les agressions sexuelles, la conduit vers ce voyou et cet attrait est réciproque. Pour les enfants maltraités, une des idées qui est gravée dans leur inconscient est qu'ils ne seront plus jamais des victimes. C'est ce qui pousse une femme comme Alicia vers un truand comme Darrell. Darrell Rogers a peut-être vu en Alicia une femme en quête de sensations fortes et assez bien nantie, puisqu'elle était mariée à quelqu'un qui avait un revenu stable. Alicia accorde une valeur bien précise à sa nouvelle vie. Avant le meurtre, elle travaillait pour une compagnie d'assurance et elle a souscrit une assurance vie pour Jeremy. Alicia en a assez de Jeremy. Cette relation était terminée pour elle. Une personne normale aurait tout simplement mis fin à la relation, mais elle ne pouvait pas se contenter de ça. Elle ne pouvait pas se passer de tous les avantages qu'elle tirait de son mariage avec Jeremy, mais elle pouvait se passer de Jeremy. C'est simple. Si Jeremy meurt, ils auront l'argent et ils pourront être heureux pour le reste de leur vie. Elle doit faire vite, car Jeremy est sur le point de demander le divorce. Leur mariage commençait à battre de l'aile parce qu'ils se disputaient souvent. Jeremy m'a appelé un jour et il m'a dit qu'Alicia sortait souvent avec ses amis pendant que lui travaillait 80 heures par semaine. Il aurait voulu qu'elle soit à la maison à son retour. Je lui ai demandé s'il était toujours heureux et il m'a paru triste. Il a dit qu'il ne pouvait plus continuer comme ça. Il devait être au travail à 5h30 du matin. Il était 1h du matin et Alicia était encore sortie. Il m'a dit qu'il lui dirait sa façon de penser dès qu'elle franchirait la porte. Il fallait qu'elle aille le reconduire au travail parce que les phares de sa voiture ne fonctionnaient plus. Alicia est une femme intelligente. Elle en dit juste assez aux policiers pour les satisfaire et pour les envoyer sur une autre piste. Puis, elle empoche la jolie somme de 400 000 $ des diverses polices d'assurance. Alicia reçoit l'argent des assurances et elle ne laisse rien pour la jeune fille de Jeremy. C'était le plan d'Alicia. Jeremy n'était qu'un outil jetable après usage. Elle n'a jamais vraiment établi de lien avec sa fille. Alicia voulait obtenir ce qu'elle voulait pour combler ses propres besoins. Alicia a gardé tout l'argent, sauf la portion utilisée pour payer ses funérailles et je ne sais pas comment on a pu lui extirper ça. Elle a tout de même dû payer un prix élevé. Le prix de toutes ces sommes obtenues des assurances était élevé. C'était sa capacité de marcher. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'elle est même parvenue à tirer profit de cette blessure. Alicia apprend à jouer la victime. Et elle utilise sa blessure pour manipuler l'homme qui la lui a infligée. L'argent et la culpabilité que ressent Darrell lui permettent de pardonner à Alicia de l'avoir dénoncé. Elle achète la fidélité de son amant, puis ils déménagent ensemble. Donc, la première étape de son plan est accomplie. La deuxième étape consiste à jouer la victime et la veuve éplorée devant la police. Or, elle n'est pas aussi bonne actrice et menteuse qu'elle le croit.
Son expression nous a frappés, mon partenaire et moi, quand elle a parlé de son mari décédé. Elle ne semblait pas très perturbée. Alicia est une femme capable de tout faire pour obtenir ce qu'elle veut. Et elle croyait être en plein contrôle de la situation. Elle croyait pouvoir gérer tous les événements et les circonstances entourant la mort de Jeremy. Alicia a raison. Enfin, presque. Les procureurs doivent abandonner les accusations contre Darrell. Mais ils ne sont pas prêts à jeter l'éponge. Nous allions continuer à travailler le plus possible sur cette affaire. Il n'y a pas de délai de prescription pour un meurtre. Alicia et Darrell sont libres pour l'instant. Et la police se lance sur une nouvelle piste, celle du complice. On dit souvent que 2 personnes peuvent garder un secret si l'une d'entre elles est morte. Mais c'est impossible que 3 personnes gardent un secret. En avril 2005, Jeremy Warrior est assassiné près de sa demeure à Kansas City, au Kansas. Les policiers croient que sa femme Alicia a organisé ce meurtre avec son amant Darrell Rogers et un complice toujours inconnu. Le motif de ce meurtre calculé, l'argent. Les policiers de Kansas City n'ont encore aucune preuve tangible pour prouver leur hypothèse. Alors ils surveillent Alicia pendant plusieurs années, jusqu'à ce que son tissu de mensonges se déchire. Nous avons fouillé dans ses comptes bancaires, ce qui nous a permis de surveiller ses activités. Nous avons commencé à surveiller les activités financières d'Alicia et avons découvert qu'elle avait acheté un immeuble locatif et qu'elle avait fait d'autres investissements immobiliers. Elle s'était aussi acheté une nouvelle voiture. 3 ans après le meurtre, elle est ruinée. Ils ont dépensé presque tous les 400 000 $. Avec leur grande naïveté, ils croyaient que l'argent réglerait tous leurs problèmes. Ce qui s'est produit, c'est que Darrell Rogers a pris le contrôle et, sans surprise, ils ont tout dépensé en un temps record. Donc, ils n'ont plus d'argent. Alicia est confinée à son fauteuil roulant pour le reste de ses jours et il ne faut pas compter sur Darrell Rogers pour s'occuper d'elle. L'argent n'est pas la seule chose qu'Alicia et son amant ont perdue. Depuis qu'elle est paralysée, leur torride vie sexuelle a perdu beaucoup de vigueur. On ne sait pas vraiment si les relations sexuelles occupent une place importante dans son esprit, mais c'est sûrement un sujet dont le couple a dû discuter, et Darrell était probablement insatisfait sur ce plan. Les 2 amants menteurs n'ont plus qu'eux-mêmes, et c'est tout ce qu'ils méritent. Darrell a besoin d'argent et Alicia a besoin de lui parce qu'elle est paralysée. Ils sont coincés. Ils doivent demeurer dans cette relation parce qu'ils ne se font pas confiance l'un l'autre. Les enquêteurs cherchent toujours l'élément qui pourra relancer ce dossier. Mon partenaire et moi avons insisté auprès de différentes personnes en leur rendant visite, en les interrogeant à nouveau et en revenant sur leur déclaration initiale. Nous voulions trouver quelqu'un qui pourrait confirmer la culpabilité de Darrell et l'implication d'Alicia. Est-ce que cette personne pourrait être l'ami de Darrell, Jamar Moore? Le nom de Jamar Moore a été mentionné quand Alicia Warrior a parlé de la fête qui avait eu lieu la veille de l'homicide. Jamar Moore a appelé Alicia sur son cellulaire au petit matin, peu de temps après l'attaque. Nous avons toujours cru qu'il y avait un deuxième suspect, celui qui conduisait l'auto dans laquelle le tireur a pris la fuite. Darrell et Jamar ont fréquenté le même milieu pendant leur jeunesse. Jamar vénère Darrell, qui est plus vieux et plus expérimenté. Il est prêt à tout pour lui, surtout si c'est payant. Il a besoin d'argent. C'est un escroc et il est prêt à tout pour gagner de l'argent. Jamar avait besoin de quelqu'un pour le diriger. Il vénérait Darrell et Alicia l'a vite compris. Pour elle, Jamar Moore n'était rien de plus qu'un pion. La pression de l'interrogatoire vient à bout de Jamar, et celui-ci avoue tout. Il dénonce ses complices à cause des 2 000 $ qu'il n'a jamais reçus.
Jamar est le maillon faible. Alicia et Daryl n'ont jamais remis l'argent qu'ils avaient promis à Jamar. C'est donc une bonne raison à ses yeux pour les dénoncer à la police après avoir été lui-même accusé. Il savait aussi qu'Alicia et Daryl étaient unis l'un à l'autre et qu'il était l'intrus. Il devait se douter qu'ils en viendraient à rejeter le blâme sur lui. Les enquêteurs peuvent reconstituer le crime à l'aide de ses aveux. Drive from here all the way up here and I'm gonna stop. Then I come out, bam, bam. Alicia et Daryl veulent simuler un vol de voiture pour tuer Jeremy. Ils commencent à élaborer ce scénario compliqué et chacun pousse l'autre. Ils ont probablement justifié tout ça au nom de l'amour. Listen, you gotta shoot me in the leg so it looks good to the cops, then do it. Pour que leur histoire de vol soit crédible, Alicia suggère à Daryl de la blesser à la jambe. Après tout, son mari Jeremy a déjà blessé une femme à la jambe. Elle a survécu et l'a dénoncé. Elle devait penser qu'il était invincible. Elle pensait pouvoir prendre une balle à la jambe et s'en sortir sans problème. Qu'est-ce qu'une petite balle contre beaucoup d'argent? Le trio finalise son plan lors d'une fête la veille du meurtre. Vers 3 heures du matin, Alicia rentre auprès de son mari insouciant. Ils ont fait l'amour dans la douche ce matin-là. Et l'idée qu'ils puissent faire ça, tout en sachant que Daryl attendait tout près pour tuer Jeremy, est stupéfiante. Sa capacité d'avoir des relations sexuelles avec lui pour l'attirer dans son piège et dans le crime qui est sur le point d'être commis démontre à quel point elle est froide et calculatrice. Pour elle, il n'est pas un être humain. Il est presque une ordure. Elle en avait assez de lui, donc elle allait s'en débarrasser. Le sexe ne vaut rien si elle ne peut pas en retirer des bénéfices. Je pense qu'Alicia a appris au fil des ans que le sexe pouvait lui permettre d'obtenir ce qu'elle voulait. Même s'il était de nature abusive ou malsaine, elle le faisait pour avoir ce qu'elle voulait. Malheureusement, c'est probablement la leçon qu'elle a retenue de ses agressions passées. Maintenant qu'elle est mariée, elle est prête à l'utiliser une dernière fois pour avoir ce qu'elle veut. Jeremy se prépare à aller travailler et Alicia propose de leur conduire. Alors qu'ils s'engagent dans la rue, Jamar et Daryl attendent patiemment. Alicia ralentit et donne le signal à ses complices en faisant clignoter ses phares. Daryl approche de la voiture. Quand Alicia voit Daryl approcher avec son arme, son anxiété et son excitation ont dû atteindre des sommets. Son fantasme se réalisait. Elle aurait l'argent des assurances et Daryl Rogers. Alicia s'assure que son amant meurtrier a le champ libre en baissant la vitre. Daryl fait feu à 5 reprises sur Jeremy et il l'atteint de 3 balles. Puis, il se tourne vers Alicia. Jamar s'est mis en route et Daryl a couru pour le rattraper. Puis ils ont déguerpé. Tout se déroule comme prévu sauf une chose. La balle qui a atteint Alicia a touché sa moelle épinière. Je crois qu'il faut être diabolique pour attirer son mari dans un guet-apens où une autre personne lui fera du mal. Il faut être très méchant pour se servir de la confiance de son mari pour le placer en position de danger. Les gens normaux veulent protéger leurs proches et non le contraire. Tout est limpide maintenant. Nous avons présenté notre preuve au grand jury. Le grand jury a accepté que l'on porte des accusations de meurtre contre Alicia Warrior, Daryl Rogers et Jamar Moore. Les 3 complices devront subir leur procès. Les autorités gardent Daryl et Alicia à l'œil. Mais l'un d'eux n'a pas encore dit son dernier mot. On peut se demander ce qu'elle pouvait bien concocter encore.
On découvre à quel point elle est maléfique quand elle tente de tout retourner en sa faveur. Je pense que personne ne pouvait prédire ce qui se passerait par la suite entre elle et Darrell Rogers. Careful! You drop me, I'll sue you and everybody in this damn department! Plus de 3 ans après le meurtre de Jeremy Warrior, Alicia Warrior, son amant Darrell Rogers et leur complice Jamar Moore attendent chacun la tenue de leur procès. Même derrière les barreaux, ces conspirateurs continuent de comploter. Darrell conçoit un plan pour déjouer le système afin de pouvoir communiquer secrètement avec Alicia. Il envoyait des lettres à quelqu'un, qui les retournait à Alicia, cachées dans des cartes. Darrell lui écrivait qu'il allait tout arranger et qu'il allait prendre soin d'elle. Elle devait lui faire confiance et rester forte. En fait, il voulait qu'elle garde le silence et c'est ce qu'elle a fait. Darrell Rogers est un sociopathe. Et un sociopathe, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les conventions et les lois de notre société. Il cherche toujours un raccourci, un moyen de contourner les lois pour obtenir ce qu'il veut ou pour répondre à ses besoins. Alicia est la première à subir son procès. Cette fois-ci, c'est elle qui sera trahie. La veille du procès d'Alicia, Darrell et son avocat nous ont approchés pour qu'on en vienne à une entente. Il nous aurait tout raconté et il aurait témoigné contre Alicia. Les procureurs ne mordent pas à l'hameçon. Il tentait encore de s'en sortir. Alors il n'était pas question que je le laisse se moquer de moi à nouveau comme Alicia l'avait déjà fait. Une fois en cours, Alicia Warrior tente d'utiliser son handicap à son avantage. Puisqu'elle était paralysée, la justice avait d'abord déclaré qu'elle était une victime. Les jurés semblaient tous m'en vouloir de m'acharner sur cette femme. Dans son esprit, Alicia est une victime. Et elle est prête à tout faire pour éviter d'être accusée de ce crime. Alicia utilise son fauteuil roulant pour jouer encore une fois à la veuve blessée. Mais ce sera sa dernière prestation. Sa défense ne tient pas. Les procureurs expliquent que le seul élément constant dans le récit d'Alicia, c'est le mensonge. C'était d'abord 2 Hispaniques dans un VUS rouge. Ensuite, elle a nié son aventure. Puis, elle a admis en avoir eu une et elle prétend que ce serait son amant, Darrell Rogers, qui aurait tué son mari. On découvre alors qu'ils vivent ensemble après sa libération et qu'elle a partagé les 400 000 $ qu'elle a reçus des assurances avec lui. C'était intéressant de voir l'attitude des jurés passer de la colère et de la frustration, parce que l'État s'acharnait sur cette femme, à la stupéfaction. La vérité est enfin exposée aux yeux de tous. Quand on s'attarde à toutes ces tromperies, on en vient à la conclusion qu'elle était motivée par l'argent. Oui, elle voulait l'argent. Elle ne pensait qu'à l'argent. Elle n'en avait jamais assez, peu importe ce qu'il gagnait. Elle avait une maison et une auto avec des jantes neuves. Ils ont tué mon neveu pour avoir l'argent des assurances parce qu'elle n'était jamais satisfaite. Alicia Warrior est accusée de meurtre premier degré et elle est condamnée à la prison à vie. Darrell Rogers plaide coupable et il passera aussi le reste de ses jours en prison. Après avoir témoigné devant la cour, leur complice Jamar Moore reçoit une sentence de 3 ans de prison. Mais la famille de Jeremy Warrior est amère. J'étais content qu'on la tienne enfin. Mais j'étais toujours triste. Mais on l'a eu. Alicia croyait être assez intelligente pour déjouer les autorités. Mais finalement, c'est l'arroseur qui a été arrosé. Darrell fait feu. Et elle se retrouve en fauteuil roulant. Darrell Rogers n'a jamais vraiment aimé Alicia Warrior. Il l'utilisait pour son auto, puis pour les biens et l'argent de Jeremy. Je pense qu'Alicia aimait Darrell,
Mais elle voulait avoir l'argent des assurances. Le lien qui unissait Darrell, Alicia et Jamar était le sexe et l'argent. L'alliance meurtrière entre Daryl et Alicia se nourrissait de leur narcissisme. Ils avaient des personnalités similaires. Les deux se sentaient puissants et ils voulaient utiliser ce pouvoir pour obtenir tout ce qu'ils voulaient.